2007, James Wan, réalisateur de Saw, sort de Dead Silence, un film d'horreur très old school qui se fera assassiner par la critique. Pas suffisant pour démotiver le cinéaste qui a envie de continuer dans cette voie et de prouver qu'il est capable de réaliser un film d'horreur sans gore, sans trash, un film à l'ancienne en fait. Il va rassembler un budget qui peut paraître assez ridicule de 1,5 million de dollars, ce qui est vraiment très peu à l'échelle d'un film d'horreur hollywoodien, et il va réaliser de manière indépendante, sans distributeur ni studio, un petit film intitulé The Fuzzer, qui sera renommé bien rapidement Insidious. À la base, c'était Ethan Hawke qui devait jouer le héros, mais il a dû refuser parce qu'il était déjà engagé dans un autre film d'horreur, Sinister. Patrick Wilson va donc le remplacer et le film va rentrer en tournage le temps de quelques semaines, 3 semaines plus précisément en avril 2010. Bon, le budget oblige, c'est un tournage serré avec des grosses journées mais aussi une indépendance artistique totale pour James Wan qui se fait plaisir et qui peut vraiment réaliser le film qu'il veut. 3 semaines de tournage, mais c'est rien du tout, hein. Pour vous dire, globalement, un court-métrage français produit, c'est une semaine et demie de tournage. Le résultat sera projeté au Festival international de Toronto le 14 septembre 2010, en avant-première mondiale, et 4 heures après cette première séance, Sony Pictures, qui sent le filon arriver, va acheter les droits d'exploitation mondiaux pour Insidious et toutes ses éventuelles suites. À sa sortie, Insidious sera remboursé dès son premier jour et il finira par remporter près de 100 millions de dollars au box-office, donc plus de 50 fois son budget. Le film sera aussi bien aidé par les critiques, qui, bon, seront pas toutes dithyrambiques, c'est sûr, mais qui vont souligner un aspect train fantôme très plaisant. Ce sera le début d'une toute nouvelle franchise, de spin-off, ça permettra aussi à James Wan de lancer Conjuring et de revenir sur le devant de la scène comme étant l'un des visages du cinéma d'horreur actuel au style absolument reconnaissable. La touche James Wan, elle est évidente, faire des films d'horreur léchés avec un budget vraiment faible, jouer sur toute l'imagerie classique, avec de la fumée de partout, des lents travelling, des démons habillés en nonnes ou en mariés. Misez beaucoup sur le sound design et sur des situations qu'on connaît tous mais qui fonctionneront toujours. Un personnage seul confronté à l'horreur, des médiums, un rêve horrible, des apparitions. Insidious, il a tout ça. I asked it, "Who are you?" And it said it was a visitor. I said, "What do you want?" I can still hear that voice. James Wan aime essayer de poser une ambiance, même s'il a tendance à facilement céder au jumpscare, ce qui est vraiment dommage, parce que vraiment faire sursauter avec un jumpscare, c'est absolument pas difficile, c'est absolument pas marquant, et surtout ça nécessite aucun talent de mise en scène. La preuve. Quand James Wan décide de s'y mettre, dans Insidious, franchement, ça claque quoi. Je pense à la séquence nocturne d'invasion qui est un vrai modèle de découpage et de mise en scène. Je pense à ses visions un peu oniriques. Je pense même à cette seconde partie où on sent bien que Wan se fait plaisir et convoque tous ses fantasmes de gosse. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé la seconde partie d'Insidious quand ils sont dans l'au-delà, mais moi franchement, c'est la partie que je préfère. Dalton! Dalton! Je trouve que c'est la plus inattendue, c'est celle où on sent que Wan se régale, et moi je trouve ça tellement communicatif, même si évidemment on sombre complètement dans le too much à un moment. Moi ça me va, j'aime le risque, j'aime l'intention, et surtout j'aime sentir que le cinéaste s'éclate derrière la caméra. Bon, après Insidious, c'est aussi un film qui doit beaucoup au grand classique de maison hantée, c'est un film qui n'invente rien, et Wan en a bien conscience. Il va même en jouer en fait, en surfant sur l'héritage des films qui ont contribué à créer l'imagerie dont il se sert dans Insidious. Certains sont évidents, je vais penser à Poltergeist, je vais penser à Les Innocents, mais je pense aussi à d'autres films un peu plus obscurs mais qui ont complètement influencé Insidious. On va parler de ces films-là, vous allez voir, c'est les mêmes, en mieux.
Ok, je vous propose de commencer tout de suite avec un petit monument un peu méconnu du cinéma d'horreur des années 80, mais qui, comme Insidious, pioche beaucoup dans le code et dans les visuels des années 60-70. Ce film, c'est L'Enfant du Diable. Bon, déjà, je précise que le titre français n'a aucun sens ni aucun rapport avec ce que raconte le film en fait. Bref, l'idée c'est qu'on suive un musicien qui a perdu sa femme et sa fille dans un tragique accident. Pour échapper à ce trauma, il décide de déménager et de prendre une vaste demeure un petit peu isolée du reste du monde, inoccupée depuis quelques années, et bien sûr, petit à petit, il va être témoin de phénomènes inexpliqués. Voilà, donc je pense qu'on peut dire qu'on est sur du classique. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le film va faire de ce postulat de base qui reste quand même assez simple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que franchement, ça va être une petite réussite. On remarque immédiatement qu'on est sur un film soigné, à la photographie réfléchie et assez sublime, au cadre grandiose et qui ne laisse rien au hasard. En fait, tout est fait pour distiller une atmosphère assez dérangeante, pour qu'on sente une sorte de présence par le hors-champ. Et pour ça, le film va utiliser des procédés qui vont être repris par Insidious, notamment avec une première partie clairement axée sur des scènes de peur, simples mais efficaces, qui doivent beaucoup au sound design et où le réalisateur va profiter de son savoir-faire visuel pour utiliser la suggestion avant tout. Il y aura moins de faux sursauts que dans Insidious, il y aura moins de jumpscares, mais il y aura des frissons qui vont être présents pendant toute la durée du film. Comme Insidious, la deuxième partie du film va mêler l'angoisse au thriller, avec l'enquête sur ce qui s'est passé et sur comment l'arrêter, avec la présence d'un médium, etc. Et ça, c'est souvent la partie un peu plus faible des films d'horreur contemporains en vrai. Le moment où le rythme ralentit un peu, le moment où on essaye de comprendre ce qui s'est passé, sur quelle malédiction on est, etc. Souvent, c'est quelque chose qui me perd un peu, c'est quelque chose qui m'intéresse moins que les scènes de peur brutes. Sauf qu'ici, le film reste hyper bien écrit et intelligent, et que son ambiance n'en pâtit pas un seul instant. Franchement, ça fonctionne tout aussi bien, et les deux parties se valent quoi. Surtout que même dans cette seconde partie, la peur nous quitte jamais vraiment. Je dirais que comme Insidious, on n'a pas vraiment le temps de souffler, et durant tout le film, on est vraiment dans un espèce de grand 8 horrifique. Help! 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 John! Help! 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 Donc voilà, si vous voulez voir un film de maison hantée un petit peu délicieusement lugubre, un petit peu old school, L'Enfant du Diable, c'est exactement ce qu'il vous faut. Il a un vrai charme, il a beaucoup de points communs avec Insidious, dans son déroulé et même dans son traitement des fantômes en fait. Non, vraiment, c'est un très beau film qui se paye le luxe d'être assez subtil, d'être parfois même assez émouvant. Vous pouvez foncer si vous voulez prolonger la sensation de Insidious, vous allez complètement vous retrouver dans ce film. Ok, pour le deuxième film, je vous ai déniché une petite pépite du cinéma japonais, mais c'est complètement un ovni, peut-être un peu moins lié à Insidious que les autres films que je vais évoquer dans cette chronique, mais que je voulais absolument vous montrer. Ce film, il s'appelle House. Je vais essayer de vous résumer un petit peu tout le bordel. On va suivre une étudiante qui est fâchée contre son père qui a décidé de se remarier. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va convoquer toutes ses copines pour se rendre chez sa tante qui vit coupée du monde, loin de toute civilisation, dans une énorme maison. Sauf que la nuit, il y a des forces maléfiques qui attaquent les jeunes filles et il y a d'étranges phénomènes qui se produisent. Classique, vous allez me dire. Alors ok, sauf qu'on est sur un film complètement fou. Un film à l'esthétique complètement ravagée, qui est complètement à la limite de l'expérimental, et vraiment, c'est un des films les plus libres que j'ai pu voir dans ma vie.
Ce film il ressemble à rien de connu, ça va commencer sur une ambiance volontairement extrêmement kitsch, ambiance rose bonbon, les actrices vont surjouer, il y a des paillettes partout, tout est niais, tout est cheap. Puis d'un coup, le réalisateur va devenir fou en fait, et il va faire exploser son film. Mais vraiment, il va devenir complètement dingue, il va incruster des images découpées sur pellicule, il va mettre des effets hystériques partout, il va assumer un montage qu'on sent chaotique par choix et par parti pris. En fait, il va vraiment dynamiter le cinéma. Et à partir de là, House va devenir un festival d'inventivité visuelle qui va même pas se demander si ce qui nous balance à la tronche c'est de bon goût ou pas. Et ça vraiment j'adore, je trouve que ça c'est un film qui a une liberté dingue et qui a une folie incroyable. Le résultat c'est qu'on va se retrouver avec une sorte de poème halluciné, une sorte d'Insidious sous LSD où on nous lâche dans un trip où les gamines se font défoncer dans un montage épileptique qui se permet quelques séquences terrifiantes au milieu de cet océan de folie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent quand même que tout est maîtrisé, que tout ce chaos-là, il est finalement assez réfléchi. Évidemment, vous le voyez bien, certains effets sont cheap, certains décors peints à la main vont surprendre, mais en fait, tout participe à rendre ce film particulièrement incroyable et à nous plonger le temps d'1h20 dans un ovni, quoi. Un ovni qu'il est difficile de juger sur des critères autres que visuels. Narrativement, on a juste une bande de gamines archétypes qui se font fracasser dans une maison hantée, point, voilà, en fait, le reste, on s'en fout. Mais de toute façon, le réalisateur s'en fout aussi, certains personnages vont disparaître, ils vont revenir, on sait pas trop ce à quoi on assiste. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est plutôt de bousculer tous nos repères. Ça commence comme un film pour enfants et ça devient un slasher sous acide qui deviendra évidemment culte pour sa liberté et son jusqu'au-boutisme. Et le film a l'intelligence d'être assez court pour pouvoir ne jamais baisser son rythme. Du coup, il garde toute sa force et toute sa puissance évocatrice du début à la fin. Franchement, ceux qui veulent voir de nouvelles expériences de cinéma, ceux qui veulent voir le film de maison hantée le plus fou qui existe, foncez sur House, vous allez vraiment être servis. Ok, troisième film, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner vers du classique, non? On retourne vers un film un peu plus posé, un peu moins bordélique, avec un peu moins de couleurs et un peu plus de fantômes. Et écoutez, très bien, dans ce cas, je suis obligé de vous parler de The Sentinel, la sentinelle du diable en français. Oh mon dieu, je me suis trompé, le film s'appelle La Sentinelle des Maudits et pas La Sentinelle du Diable. Pardon, excusez-moi. C'est un film de fin des années 70 où notre héroïne va chercher un appartement en ville, parce que vivre avec son mec, ça la saoule un peu. Du coup, elle trouve l'appart de ses rêves, elle rencontre ses voisins, un vieux avec un chat et un canari sur l'épaule, un prêtre aveugle, bref, rien d'alarmant. Sauf qu'après quelques jours, ça va vous surprendre, mais des événements étranges vont se multiplier dans la maison. Alors la première chose qu'on remarque avec The Sentinel, c'est que comme Insidious, on est sur une série B horrifique sans grande prétention. Une série B qui va à l'essentiel, sauf qu'ici, elle est tellement bien filmée et tellement soignée qu'en fait ça en devient un super film. Un film parfois même assez impressionnant dans ses séquences horrifiques. Vraiment, les moments de tension, les moments d'horreur, ils sont génialement mis en scène. C'est assez incroyable de sentir une telle confiance du réalisateur envers sa mise en scène, et il a raison en fait. Il a raison parce que plusieurs fois il parvient à donner chair à l'horreur, à nous faire sursauter avec une silhouette en arrière-plan. En fait, il arrive à créer une horreur viscérale, et certaines séquences sont vraiment devenues pour moi des références du film d'horreur et de l'effroi. Franchement, c'est bien tout ce qu'on recherche quand on regarde un film d'horreur, avoir peur, et le cinéaste il le sait. Du coup, il va pas s'embêter avec des artifices, tout va aller très vite. Il sait ce qu'il sait faire et il va multiplier les séquences d'épouvante et d'apparition à toute vitesse jusqu'à une fin en apothéose et parfaitement effrayante.
do you want from me? Who are you? Vraiment, le dernier quart d'heure, il est rempli d'images qui pourraient bien vous rester en tête un long moment. Et ça, cette force visuelle, c'est aussi lié à l'absence de complexe d'un cinéaste qui va filmer frontalement son histoire, sans s'embarrasser de subtilité, sans s'embarrasser d'explications trop longues, vraiment ça on s'en fout. Et franchement, ça c'est le genre de sensation que seule une série B peut te donner. Une série B qui va pas hésiter à y aller à fond en se foutant un petit peu de la subtilité par moment. Et puis je trouve que le film va quand même assez loin dans ce qu'il met en scène, dans ce qu'il filme, dans ce qu'il se permet de nous montrer. On est sur un film qui a tout pour lui, en tout cas c'est le plus terrifiant des trois que j'ai cités aujourd'hui. Et ça passe par une maîtrise assez dingue dans la réalisation, on l'a dit, mais aussi dans le sound design, dans tout ce qui peut faire peur au cinéma en fait. Petit bonus, le scénario va aussi vous surprendre. C'est aussi un film qui va réussir à élargir son univers et qui a des choses un petit peu plus grandes à raconter que le simple destin d'un individu pris en chasse par des fantômes. Et vraiment ça c'est un grand plus, mais vous savez, The Sentinel de toute façon c'est devenu assez rapidement une référence qui a influencé énormément de films. Même si évidemment lui-même doit beaucoup aux références que sont Rosemary's Baby, Le Locataire, L'Exorciste, etc. Mais vraiment ça reste un film à voir absolument, j'ai été très surpris de découvrir ce film. Je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi réussi, donc vous pouvez foncer, c'est vraiment super plaisant à voir. Ok, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Cette petite excursion dans le film d'horreur m'a fait bien plaisir. Je vous propose de rester un peu avec James Wan et de faire Saw en mieux, ou alors Requiem for a Dream en mieux, qui a perdu de très peu face à Insidious. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez, dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt et merci vraiment à tous d'être aussi présents sur cette chaîne. Ça me fait tellement plaisir. Je vous dis salut à tous, à très bientôt, ciao, bisous.